Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Aujourd'hui, en route pour l'aventure, l'évasion, avec notre invitée, la navigatrice quimpéroise Anne Kéméré. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous publiez cette semaine le livre Passagère de l'Arctique, un ouvrage qui retrace votre dernière expédition en kayak dans le Grand Nord canadien, vers le célèbre passage du Nord-Ouest. Vous y avez fait de surprenantes découvertes. Vous nous racontez tout cela dans un instant. Et puis c'est lundi, Ludovic Jean est donc avec nous pour nous résumer le week-end sportif dans le Finistère. Bonjour Ludovic. Bonjour Gwen. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien du tennis notamment, avec l'Open de Quimper qui a consacré un grand espoir du tennis russe. Et puis il y aura également du football, du futsal et du basket. On voit ça tout à l'heure dans l'Instant Sport. Mais avant, faisons le point sur l'actualité de ce lundi 7 mars dans le Finistère. Et on débute par une triste nouvelle, le décès ce lundi midi du père Jaouen. Né à Ouessant en 1920, le prêtre jésuite est connu pour avoir aidé des milliers de jeunes en difficulté à se réinsérer par la voile. Avec son association du jeudi-dimanche, basée dans le Finistère à l'Abervrac, il faisait naviguer les jeunes sur les bateaux le Bel Espoir et le Raravis. Michel Jaouen avait fêté ses 95 ans en octobre dernier. Social maintenant, et une quarantaine de personnes ont investi la mairie de Brest ce lundi après-midi pour dénoncer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans la cité du Ponant. Ces demandeurs d'asile, kosovars et albanais, vivent dans les couloirs de l'association Coalia sur le port de commerce, mais aussi dans des bâtiments qu'ils ont réquisitionnés et dont ils sont expulsables. Aucune solution n'a été trouvée depuis leur dernière manifestation le 24 février. Si vous cherchez un job d'été, c'est le beau moment pour postuler. Les forums et salons se multiplient en ces débuts mars. C'est l'occasion pour de nombreux jeunes de décrocher une première expérience professionnelle. Mais de plus en plus de demandeurs d'emploi convoitent aussi ces contrats courts, faute de trouver un travail stable. Exemple à Douarnenez, où se tenait samedi le salon Opportunité. Reportage de Camille Pochet. Serveur, cuisinier ou animateur, c'est au mois de mars que débutent les recrutements pour les emplois saisonniers. À Douarnenez, dans les allées du salon Opportunité, 25 professionnels rencontraient leurs futurs employés. Et les candidats ont afflué toute la matinée ce samedi. En fait, je cherche à travailler dans l'animation pour les vacances et pour plus tard aussi parce que je suis en bac et du coup après je cherche pour après. Les offres d'emploi concernent majoritairement des emplois saisonniers. Les contrats vont de 2 à 8 mois. Mais dans ce salon, il n'y a pas uniquement des saisonniers. D'autres demandeurs d'emploi sont obligés de postuler pour ces jobs de courte durée. Historiquement, ce forum était dédié aux jobs étudiants, donc fréquentés par un public âgé de 16 à 25 ans. Et il se trouve que maintenant, c'est un forum qui est fréquenté par tout public, donc un public adulte, demandeur d'emploi, âgé de plus de 26 ans. On essaye de proposer des offres d'emploi qui soient en accord avec ce que recherchent les demandeurs. En témoigne la présence du Pôle emploi qui s'adresse à un public adulte. C'est notamment le cas de Sandrine, avec un Master 2 décroché en école de commerce et à presque 47 ans, elle cherche un emploi stable. J'aimerais bien trouver des emplois en direction d'hôtellerie parce que c'est ma formation d'origine et que je suis repartie en hôtellerie. J'ai fait pratiquement que de l'hôtellerie et que je suis bilingue anglais. J'ai peut-être une forte personnalité et un fort CV, donc des fois ça fait peur. Pour les employeurs, ce type de salon permet de rencontrer directement leurs futurs employés. J'estime que le CV, c'est une feuille de papier, ça ne traduit pas les émotions. Et j'aime bien rencontrer les gens et je trouve qu'il y a un courant qui passe ou qui ne passe pas. J'ai eu des contacts très intéressants, donc j'ai des gens avec qui je vais poursuivre. On va faire des essais et on va voir si ça marche. Le salon Opportunité à Douarnenez est l'un des premiers de la saison, mais d'autres vont suivre. Si vous voulez travailler cet été, dans l'hôtellerie-restauration, l'hébergement ou l'animation, les 3 secteurs qui recrutent le plus cette année encore, à vos CV, prêts, partez. Et parmi les rendez-vous à venir en Finistère, on peut citer le forum Cap sur l'emploi ce mercredi à Châteaulin, les rencontres de l'emploi le 16 mars à Plonéo-en-Lanverne ou encore le forum des jobs d'été à Brest le mercredi 16 mars également.
Quel Finistère voulez-vous pour demain? Pour répondre à cette question, le Conseil départemental a ouvert ce lundi une plateforme participative. Les quelques 950 000 Finistériens sont invités à donner leur avis et faire des propositions sur les futures orientations du département. Une consultation qui va durer jusqu'au 7 avril et qui a pour ambition d'attirer en priorité les jeunes. Les explications avec Nathalie Sarabezol, présidente du Conseil départemental. Il y a la question de la jeunesse, effectivement, qui nous préoccupe, puisque nous en avons fait une priorité de mandat. Et nous savons qu'ils sont beaucoup plus joignables par ce biais-là. Il y aura possibilité, bien entendu, aussi de contribuer sur les réseaux sociaux qu'ils connaissent et qu'ils fréquentent habituellement. Elle va rester d'abord ouverte pendant un temps assez court, 7 mars, 7 avril, pour que la concentration se fasse sur le projet départemental et que chacune puisse contribuer à ce projet départemental. Mais nous réfléchissons bien entendu ensuite à poursuivre la démarche et à pouvoir conserver une plateforme interactive entre le département et le Finistère. Et si vous souhaitez participer à cette consultation, un site internet monfinistèredemain.fr. Direction le pays de Quimperlé à présent, où se tient jusqu'à mercredi la 11e édition du Festival de la parole poétique. Concert de slam, atelier d'écriture, lecture de poèmes. Les visiteurs ont le choix pour découvrir le monde de la poésie contemporaine. Découverte avec Camille Pochet. Suis-je cet homme qui passe le plus long de sa vie à chercher le sens de la vie? Quand les poètes se rencontrent, les bons mots fusent et les arts se mêlent dans le pays de Quimperlé. La poésie n'est pas figée, c'est le message du Festival de la parole poétique. Le mélange musique, performance, poésie plus intime, poésie existentielle, poésie de l'interrogation, poésie du jeu des mots, poésie du jeu des lettres, avec la musique aussi, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui est très spontané, qui est très vivant et qui peut parler à tout le monde. Certains sont de passage, d'autres adeptes de ce temps fort poétique. Odile, elle, passait à la médiathèque de Cloire-Carnouët. Quand elle entend les poètes, elle s'arrête. Ça m'a beaucoup plu. C'était dit avec beaucoup de conviction, surtout par les poètes. Bon, c'est toujours joli la poésie de toute façon. C'est la musique des mots, comme on dit. Mais c'est assez moderne sur certaines poètes. Conférences, librairies ambulantes ou encore concours de poésie avec les écoles des environs, le festival propose de jouer avec les mots. C'est cette poésie du quotidien qu'on essaye aussi de mettre en avant et tous ces poètes qui nous viennent de diverses régions de France, notamment le sud-ouest, c'est vrai que c'est important que tous ces univers se percutent et ça donne cette étincelle-là, quoi, en fait, cette rencontre et cette découverte aussi du public. C'est vraiment un festival de découverte de cette poésie au sens large du terme, c'est-à-dire de la parole poétique, de la musique, des arts plastiques et de la poésie, du slam, etc. Enfin, tout ce qui peut se décliner, en fait. Le poète espagnol Federico García Lorca, assassiné par les milices franquistes, est à l'honneur pour cette 11e édition. Et cette année, une surprise attendait la communauté d'artistes de Quimperlé. Ils ont reçu le label Ville et Village de Poésie, attribué par le Printemps des Poètes. La poésie s'invite autour du pays de Quimperlé jusqu'à ce mercredi. Au programme de ces 2 derniers jours, des rencontres, des conférences, une soirée en langue bretonne ou encore des créations poétiques pour les enfants. Depuis 9 jours, il est isolé sur le rocher de Thévenec, au large de la Pointe du Raz, un exil volontaire qui doit durer 2 mois pour mettre en lumière le patrimoine en danger des phares et balises en mer. Marc Pointu nous fait découvrir chaque jour en images son quotidien dans la maison phare de Thévenec. Aujourd'hui, il nous présente son lieu de vie, c'est l'Instant Thévenec. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la petite pièce où je me tiens. Alors, si vous vous souvenez, elle est dans ce couloir central à gauche. Elle est installée côté est de la maison. Donc, c'est une petite pièce de 6 mètres carrés environ. Donc, c'est pas très très grand, évidemment. Mais bien agencé, on arrive à organiser un certain nombre de choses. Vous voyez, sur des tréteaux, la partie un petit peu cuisine, entre guillemets, c'est assez simple. Quelques rangements. Un autre tréteau côté fenêtre pour la partie bureau. La fenêtre qui donne côté continent. Et à gauche, dans la pièce, le lit. Protégé du mur, parce que le mur est en très mauvais état et les peintures tombent en lambeaux.
Voilà, au sol, eh bien, pas grand-chose. Des tapis en caoutchouc pour isoler d'humidité. Et au plafond, une bâche qui a été tendue pour protéger des ruissellements et des gouttes d'eau qui tombent des fois du premier étage, parce que le toit est un petit peu fuyard pour pas dire plus. Et nous retrouvons la porte qui donne sur le couloir. Eh bien, de cette pièce où je me tiens, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Voilà, c'est le petit intérieur pas très douillet de Marc Pointu. Anne Kéméré, vous qui aimez les aventures insolites, c'en est une là. Alors elle est immobile, certes, mais en solitaire, comme vous les appréciez. Vous auriez pu prendre la place de Marc Pointu, là, le président de la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises à Thévenec. Ah oui, moi je trouve ça, c'est le genre d'aventure qui me plaît. Alors la difficulté pour lui, c'est justement, il est immobile, le continent n'est pas loin, il le voit, mais il ne peut pas l'atteindre. Donc c'est vrai que c'est certainement plus compliqué mentalement que lorsqu'on est même à l'aviron et qu'on avance très doucement, on avance. On va quelque part. Donc c'est sûrement plus complexe à vivre, mais moi je trouve ça passionnant. Alors, en tant que navigatrice amoureuse de la mer et du Finistère, j'imagine que vous êtes sensible à cette initiative de Marc Pointu. Ah oui, complètement. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. C'est vrai qu'il a raison. C'est compliqué de se battre pour son patrimoine. Les phares ont besoin de continuer à vivre, parce que je pense que ça fait réellement partie d'une histoire, et pas simplement de l'histoire de la Bretagne, mais de toute l'histoire de la côte, des côtes françaises et autres. Ce sont des beaux bâtiments en général. On les utilise justement assez facilement, un peu comme une statue de la liberté. Ils sont là, ils sont un peu nos guides. Et donc pour moi, je trouve important, enfin ce serait regrettable que ça vienne à disparaître, puisqu'aujourd'hui ils sont automatisés. On se dit petit à petit, oui c'est vrai, ça demande de l'entretien, c'est quand même relativement coûteux. Donc pourquoi ne pas remplacer ça par quelque chose de plus moderne, de plus pratique, ce serait regrettable. Si les fonds sont là, Marc Pointu envisage de créer un lieu de résidence à Thévenec. Vous connaissez Thévenec? Vous y êtes déjà allé? Non, alors je n'ai pas été sur Thévenec, mais je l'ai photographié très peu de temps. Justement, je l'avais photographié au tout début du mois de janvier, lors d'une de nos belles premières tempêtes. Et c'est vrai qu'il paraît pas si loin que ça du continent, du coup. C'est un beau phare, parce que je trouve qu'il a vraiment un côté humain et un côté maison, peut-être plus que certains autres. Vous iriez en résidence à Thévenec? Ah, j'adorerais. En plus, j'ai des projets de bouquins, donc oui, j'adorerais. Alors, on continue de parler d'aventures maritimes avec vous, Anne. Mais avant, un point sur le week-end sportif en Finistère, c'est l'instant sport. Et Ludovic, on revient sur l'un des événements que les téléspectateurs de TBO ont pu vivre en direct dimanche. Il s'agit de la finale de l'Open de tennis de Quimper, avec la victoire d'un tout jeune joueur russe de 18 ans. Oui, c'est cela, la 6e édition de l'Open de Quimper qui a consacré le grand espoir russe Andrei Roublev. Alors avant cela, il y avait eu la victoire de la paire française Tristan Lamazine, Albano Olivetti face aux Croates Metkic et Sancic en finale du double. Le score 6-2, 4-6, 17. On a vu ici la balle de match avec cet ace d'Albano Olivetti. Et puis la finale du simple opposait donc la tête de série numéro 1, le français Paul-Henri Mathieu, 62e au classement ATP, à ce jeune joueur de 18 ans, Andrei Roublev, numéro 1 mondial chez les juniors en 2014 et issu des qualifications à Quimper. Alors PHM s'adjuge le premier set dans la douleur 7-6, mais c'est Roublev qui domine ce match et remporte les 2 sets suivants, 6-4. 6-4, le premier succès sur le circuit Challenger pour ce jeune joueur promis à un bel avenir et qui succède au palmarès au français Benoît Paire. Il y avait du monde dans les tribunes. Énormément de monde. On passe au football avec la victoire en Ligue 2 du Stade Brestois face à Créteil, 2-1 vendredi dernier à domicile. Et c'était à l'occasion de la 29e journée de Ligue 2 et ça avait pourtant bien mal commencé pour les Brestois, rapidement menés au score face à cette équipe de Créteil avec un but signé Raphaël Diaz à la 13e minute de jeu. Oui, mais voilà, Créteil n'a plus gagné en Ligue 2 depuis la 12e journée et va relancer le Stade Brestois sur une erreur de défense. Alexandre Alphonse trouve Brian Pelé, le milieu de terrain brestois, qui croise
Ça frappe un partout à la demi-heure de jeu. Et puis à 10 minutes de la fin, il va y avoir ce corner de Bruno Grougy pour la tête du défenseur Simon Fallette. Succès 2-1 avec cette 11e victoire en championnat. Le Stade brestois compte désormais 40 points. C'est donc quasiment fait pour le maintien en Ligue 2. Il reste encore 9 matchs et l'objectif est désormais d'aller grappiller quelques points au classement. Le Stade brestois qui est pour l'instant 9e. Quasiment, mais pas totalement. Ouais, 2-3 points. Ouais. Bon, on reste dans le football, mais en intérieur cette fois, avec du futsal et Plabennec qui brille en Coupe de France. Le Stade Plabennecquois qui n'en finit plus de surprendre samedi en 16e de finale. Les Plabennecquois qui évoluent en 4e division étaient opposés à Mérignac, club de 2e division, le tout devant un peu plus de 500 spectateurs. Plabennec mené au score jusqu'à 13 secondes de la fin, parvient in extremis à égaliser. La suite, c'est un festival de buts, 4 au total dans les prolongations pour les Nord-Finistériens qui l'emportent finalement 8-4. C'était vraiment du délire à Plabennec. La rencontre des 8e de finale aura lieu le samedi 26 mars et je vous encourage à aller les voir. Ça joue très bien, c'est très spectaculaire. Ça va vite, hein. Ouais, ça va très très vite et moi j'ai pris énormément de plaisir et on va tout de suite écouter Maxime Cadour et Samuel Duval, le capitaine et l'entraîneur de cette équipe de Plabennec après cette belle victoire. C'était spécial, on n'y croyait plus, on marque à 14 secondes de la fin il me semble, on n'y croyait plus, c'est du génie. J'ai pas grand chose à dire, on est tous super heureux. On jouait une D2, on s'attendait pas à faire un match comme ça, je pense que c'était agréable pour tout le monde et c'était déjà du bonus, donc tout est bon à prendre. On ira jusqu'au bout, jusqu'où on pourra en fait, on ira. Et c'est du plaisir, c'est rien que du plaisir. Il n'y aura plus de petits, de toute façon, arrivé à ce niveau-là. Donc j'espère, je donne rendez-vous moi sur le prochain match parce que le tirage normalement nous sera favorable pour recevoir le week-end du 26 mars. Donc s'il y avait une Ligue 1 qui voulait bien se déplacer en Bretagne et voir le Pénarbed, ce sera avec plaisir qu'on les accueillera. Et on rappelle la date le samedi 26 mars, 8e de finale, on ne connaît pas encore l'adversaire. Bon, on y sera. Et du basket avec les filles du Landerneau Bretagne Basket qui a rencontré ce week-end Aulnois et une victoire à la clé. Et en effet, samedi soir, Landerneau 4e recevait Aulnois 2e du classement dans une salle pleine à craquer. Là aussi, large succès, 77-60 du LBB qui a mené tout au long de la rencontre. Landerneau signe une 12e victoire en championnat et conforte sa 4e place au classement. Alors c'est de loin la meilleure saison du club depuis qu'il évolue en 2e division et du coup les Finistériennes sont en passe de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les playoffs d'accession en Ligue féminine, le plus haut niveau français. Il leur reste 4 rencontres à disputer mais ça s'annonce plutôt bien pour le moment. Extra. Enfin, un mot de voile, Ludovic, pour dire que vous êtes bien accompagné cette semaine dans l'émission Multisport puisque vous recevez 2 champions du monde. La brestoise Camille Lecointre et la marseillaise Hélène de France, sacrée championne du monde en 4,70. C'était la semaine passée, il y a une dizaine de jours, en Argentine. Et elles viennent officiellement d'apprendre leur sélection pour les Jeux Olympiques de Rio en août prochain. Extra. Donc dans l'émission Multisport, Anne, est-ce que vous suivez les performances des navigatrices finistériennes ? Pas toujours, parce que je ne suis pas toujours sur place. Et c'est vrai que... de loin, évidemment, on s'intéresse, mais c'est pas. Il y a du monde maintenant. Il y a du monde. Marie Rioux également, la brestoise en Accra 17. À suivre donc. Merci Ludovic pour cet instant sport. Allez, on prend la direction des glaces pour suivre la passagère de l'Arctique dans son aventure insolite. Vous l'avez constaté, Anne Kéméré, notre invitée. Anne Kéméré, donc on l'a vu, vous aimez les défis en mer et en solitaire. Depuis 15 ans, vous avez effectué 2 fois la traversée de l'Atlantique à la rame, si je ne me trompe pas. Vous vous êtes également lancé dans la traversée de l'Atlantique, puis du Pacifique en kiteboard, un prototype tracté par une aile de kite. Vos 2 dernières expéditions vous ont mené au nord du cercle polaire pour tenter en kayak la traversée du passage du Nord-Ouest. Ces 2 séjours font aujourd'hui l'objet d'un livre, Passagère de l'Arctique. Au fil des pages, on découvre la culture inuite, les paysages arctiques que vous avez dû apprivoiser. Pourquoi avoir choisi l'extrême grand nord canadien pour cette dernière aventure ? Alors c'est vrai que j'avais eu l'occasion de découvrir le Groenland donc c'était en 2010 et qui était un monde pour moi complètement inconnu et je m'étais dit en repartant que vraiment il y avait quelque chose à découvrir et j'avais vraiment envie d'y retourner.
Et en regardant un petit peu sur une carte, je m'étais rendu compte qu'il y avait ce fameux passage du Nord-Ouest qui a été franchi pour la première fois par un Norvégien qui s'appelait Amundsen et qui avait mis trois ans pour le franchir. Et puis, depuis, oui, même s'il y a eu des voiliers à le passer, c'est pas non plus un passage aussi important que ça. Et ça reste quand même un défi assez important. Et c'est un petit peu comme ça que le projet est venu, et l'idée est venue d'aller séjourner en Arctique et d'essayer de voir si ce passage était réalisable en kayak. Donc je l'ai emprunté en 2014. Les conditions météo m'ont pas permis de franchir tout le passage, mais j'y ai découvert et rencontré des gens qui sont entre autres les villageois d'un lieu qui s'appelle Tuktoyaktuk. Et ces gens-là sont devenus aujourd'hui des gens qui comptent pour moi et dont j'ai eu envie de raconter un peu l'histoire en prenant comme prétexte mon deuxième été 2015 là-haut, avec une deuxième tentative qui n'a toujours pas été fructueuse. Ouais, alors cette deuxième tentative, vous ne l'avez pas faite en solitaire cette fois-ci. Celle-ci, pour la première fois, était effectivement en double, puisque j'étais accompagnée d'un Suisse, Raphaël Donjean, qui lui avait comme objectif d'adapter des panneaux solaires sur le kayak pour un peu, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très axé sur le solaire. Il avait en 2011, Solar, voilà, il avait été à l'initiative de ce projet Planète Solar qui avait fait le tour du monde, donc un bateau qui avait fait le tour du monde à l'aide de panneaux solaires et de propulsion à l'énergie solaire. Et c'est vrai que du coup, ça a été intéressant de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ce solaire. Et puis, ça a été pour moi assez magique de retrouver les gens de Tuktoyaktuk, parce que quand on y va une première fois, on est un peu touriste. Quand on y revient une deuxième fois, on est déjà un peu moins touriste. Et puis là, j'y suis retournée pendant tout le mois de février. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, on voit que les liens se créent. Et c'est là aussi où les gens commencent à se livrer, à raconter des histoires. Et moi, c'est leur histoire qui m'intéresse. Et voilà, et parmi les histoires et les découvertes que vous avez faites, il y a celle d'un Breton enterré dans le village donc inuit de Tuktoyaktuk. J'ai presque réussi à le dire, je m'étais entraînée. Racontez-nous donc qui est ce personnage, le père Lemeur. Robert Lemeur. Alors justement, je suis en train de lire ses mémoires actuellement, puisque c'est tout à fait un hasard. Lorsque je suis arrivée à Tuktoyaktuk en 2014, les conditions ont fait que je suis restée séjourner dans le village un petit moment, et en baladant, je suis tombée sur une tombe, la tombe du père Lemeur. Et évidemment, je vois écrit Lemeur, tout de suite je me dis ça, c'est un Breton, ça ne peut être qu'un Breton. Donc je me suis renseignée auprès de la personne qui était en charge de la mission et qui me dit oui, alors on devait être français peut-être, québécois, français, mais bon, ils étaient pas très sûr. Et de fil en aiguille, il s'est avéré qu'il était breton et que j'ai été contactée par son neveu qui habite toujours, donc qui lui réside dans le Finistère et qui connaissait pas très bien l'histoire de son oncle, mais qui voulait que je prenne des photos de la tombe. Enfin bref, donc de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des gens qui avait archivé ses mémoires, puisqu'il a écrit ses mémoires. Et ce monsieur est enterré là-bas pour la simple et bonne raison que très vite, il s'est considéré comme un des Inuits, ou en tout cas un des villageois. Il a vécu là-bas de 1946 à 1985, date de sa mort, et il a souhaité être enterré à Tuktoyaktuk. Et il a beaucoup défendu les Inuits. Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, alors il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la religion là-bas, ce qu'ont fait les missionnaires, certains missionnaires, mais c'est vrai que le père Lemeur, quand on en parle encore aujourd'hui, c'est une espèce d'icône là-bas. Même ceux qui ne l'ont pas connu, il y a une espèce de transmission qui se fait de père en fils, de mère en fille. Et c'est un homme qui... alors, il parlait couramment l'Inuktitut, qui est la langue, l'Inuvialuktun, est la langue de Tuktoyaktuk. Et il a appris cette langue, il l'a parlé couramment, et donc il a essayé de réintégrer la langue que les Canadiens, le gouvernement canadien à l'époque, avait complètement effacée de la culture, tuant quand même beaucoup aussi la culture et les traditions inuites. Et le père Lemeur a beaucoup fait pour que les gens se réapproprient leur identité. Est-ce que vous prévoyez d'y retourner ?
Évidemment. Évidemment. Alors le projet en plus a commencé à prendre belle tournure puisque dans l'idée, on va remettre en état la première mission dans laquelle habitait le père Lemeur. Et j'envisage d'y habiter moi-même pendant quelques temps, un peu à l'idée de Marc Pointude qui est parti à Thévenec, mais pour écrire au sujet du père Lemeur, j'aimerais me mettre dans sa peau et comprendre un peu ce qu'il a vécu. Et on peut signaler quand même au-delà des rencontres humaines, il y a aussi quelques rencontres avec des animaux, la faune, voilà, donc notamment le sixique qui est très rigolo, et vous avez fait connaissance avec l'ours polaire aussi. Oui. Alors très curieusement, on a rencontré l'été dernier avec Raphaël un ours polaire dans un endroit où a priori il n'y avait aucune raison, puisque tout le monde nous avait dit vous inquiétez pas, la première partie du voyage, il n'y a aucun risque de tomber sur un ours polaire, éventuellement un grizzly, mais certainement pas un ours polaire. Et donc un jour de promenade, les mains dans les poches en sifflotant, on s'est retrouvé face à face avec un ours qui heureusement était plus intéressé par des odeurs de poissons séchés qui avaient séché sur des morceaux de bois. Et on a vite compris que de toute façon c'était pas nous qui l'intéressions, et heureusement, parce que je pense que contre un ours polaire, dans ces conditions-là, on n'a pas grand-chose à faire, malheureusement. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre qui se lit vraiment d'une traite, et on découvre aussi toute la culture inuite, même la culture culinaire aussi, c'est intéressant. Particulier. Merci en tout cas Anne Kéméré d'être venue nous présenter Passagère de l'Arctique, et qui apparaît ce 11 mars aux éditions Locus Solus, et j'en profite pour signaler que vous serez en dédicace samedi 12 mars à la FNAC de Quimper, le 22 mars à la librairie Dialogue à Brest, et le 26 mars à la librairie Ravi à Quimper. Vous serez aussi au Salon du Livre à Paris les 19 et 20 mars. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.